Salut à tous, vous regardez Sens Public, l'émission qui donne du sens à l'actualité. On est ensemble pendant 90 minutes, du reportage, de l'analyse, de l'originalité. Vous connaissez le principe, voici le sommaire de ce jeudi 26 juin. François Bayrou a-t-il réussi son coup? Le Premier ministre devait mettre ce jeudi un point final au conclave sur les retraites lancé il y a 4 mois. Les partenaires sociaux sont au bord de la crise de nerfs, mais François Bayrou a tout fait ces dernières heures pour sauver une initiative dans laquelle il joue gros. Le Premier ministre a-t-il convaincu? Une conférence de presse a été convoquée à 17h. On y revient dans un instant. Au Moyen-Orient, que reste-t-il de l'axe dit de la résistance aux États-Unis et à Israël? Il s'agit d'un élément majeur de la politique du régime iranien depuis presque 50 ans. Mais après la neutralisation par Israël du Hezbollah et du Hamas, sur qui peut encore compter la République islamique dans la région? Peut-être sur les Houthis du Yémen. Regardez. Nous manifestons aujourd'hui pour défier l'Amérique et Israël et pour les piétiner. Nous sommes sortis pour dire à notre chef, envoyez-nous combattre où vous voulez. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Les Houthis sont parvenus en tout cas à infliger ces derniers mois des revers militaires importants à l'armée américaine en mer Rouge. On y revient dans 45 minutes. Mais d'abord, l'heure de vérité donc pour François Bayrou. Le Premier ministre a présenté cet après-midi les résultats de 4 mois de négociations parfois compliquées. Juliane Roland. François Bayrou se veut confiant. Le conclave sur les retraites va aboutir. Seuls 2 points restent en discussion, la réparation de la pénibilité et le sujet du financement. Il reste encore 400 millions d'euros à trouver. Les négociateurs des organisations vont se remettre au travail pour rapprocher les points de vue. J'ai écrit dans mon texte « Donnons-leur 3 semaines, donnons-leur 15 jours ». Le Premier ministre avait déjà gagné du temps lundi dans l'espoir que le dialogue social porte ses fruits. Mais syndicats et patronat n'ont pas réussi à surmonter leurs divergences. Moi, je peux dire franchement que cette négociation, elle était jouable. On pouvait avoir un accord ce soir et que si l'accord ne se fait pas, c'est à cause des organisations patronales qui n'ont pas voulu travailler correctement sur un document qui était commun. Face à ce nouvel échec, François Bayrou a voulu réagir au plus vite. Mardi, dès 7h du matin, le Premier ministre annonce vouloir poursuivre la discussion. Il ne s'avoue pas vaincu. On est arrivé très près d'un accord historique à bien des égards. On sait bien que la difficile recherche des solutions nouvelles est une longue marche et que dans une longue marche, les derniers pas sont souvent les plus exigeants. Dans la foulée, les partenaires sociaux étaient invités à une concertation de la dernière chance à Matignon. Les 2 camps se sont renvoyés la responsabilité d'un fiasco. Et on vous demande de faire une première avancée, une deuxième avancée, une troisième avancée, une quatrième avancée, et puis ça n'est jamais suffisant. Donc je pense que ce qu'on a fait sur, j'insiste beaucoup là-dessus, sur les femmes, sur l'âge d'annulation des droits et sur la prévention, ce sont quand même des avancées considérables. À un moment donné, je pense qu'il est de notre responsabilité collective, nous partenaires sociaux, de trouver un équilibre et non pas un déséquilibre. Les syndicats se sont alors engagés à transmettre une liste des blocages. Côté gouvernement, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, défend cette méthode dans les colonnes du Figaro. Le Premier ministre a demandé aux partenaires sociaux de nous transmettre la liste de leurs désaccords. Des évolutions possibles apparaissent, comme sur l'usure professionnelle ou le travail des femmes, où des avancées ne sont pas inintéressantes. Je crois encore à la possibilité de trouver un accord. Dans cette quête d'un consensus, François Bayrou joue aussi son poste de Premier ministre. Les députés socialistes qui n'avaient pas censuré le budget en échange de ce conclave ont déposé aujourd'hui une motion de censure. François Bayrou a-t-il réussi ou a-t-il raté son coup? Pour en parler, pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Morel. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste, on vous doit le livre « Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme », c'est-à-dire aux éditions Passé Composé. Merci d'être avec nous. Bonjour Valérie Lecable. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique au journal Point Info. Merci d'être sur ce plateau. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. Vous êtes historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Vous avez notamment signé chez Payot « Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble ». Merci d'être là. Bonjour Sophie de Ravinel. Bonsoir. Faut-il vous présenter, éditorialiste politique. Merci de m'accompagner sur cette émission. Bon, alors on va faire peut-être un bilan
peut-être de ces 4 mois de discussion. François Bayrou qui dit pas d'accord, mais quand même des avancées. Benjamin, est-ce que vous considérez qu'il a réussi son coup ? On va arriver sur le fond des mesures un peu plus tard. Alors, si on parle, je dirais, du coût initial, oui, puisqu'il n'a pas été censuré, que le budget est passé. Or, originellement, ce conclave, il sert d'abord à ça. Il sert à instaurer une forme de pacte de non-agression avec le Parti socialiste pour que, in fine, eh bien, ce dernier ait de bonnes raisons, au moins affichées, de ne pas voter la censure au moment du 49 alinéa 3 sur le budget. Contrat rempli. Maintenant, je dirais, c'est du bonus. Après, eh ben, on a en effet quelque chose qui peut ressembler, si ce n'est un accord, en tout cas à un embryon de texte. Cet embryon de texte peut permettre à François Bayrou d'aller un peu plus loin, mais ça n'achètera pas, pour le coup, une non-censure, parce que ce qui compte aujourd'hui pour les socialistes, ce qui est structurant, ce qui est structurel, à quelques mois des municipales, sous la pression du reste de la gauche, c'est la question de l'âge. L'âge, on n'y revient pas et on n'y reviendra pas. 64 ans, voilà. Ça ne bouge pas. Et donc, quel que soit le texte qui aboutira, s'il aboutit, ça ne permettra sans doute pas de changer la donne politique. Il gagne du temps, c'est ça, ce que je comprends. Il s'offre un petit peu de temps, François Bayrou. Non, plutôt que de gagner du temps, il reprend la main, à mon sens, puisque, en fait, il a passé un long moment à décrire absolument tous les points sur lesquels les partenaires sociaux étaient d'accord. On ne va pas venir dans le détail là, ça, on y reviendra plus tard. Et à la fin, il a dit, écoutez, il reste 2 points. Donc, c'est quand même... il n'a pas dit le mot marginal, mais il l'a pensé très fort. Et il a dit, en tout état de cause, tous ces points d'accord seront dans le projet de loi de la sécurité sociale à l'automne. Donc, ce qui est fondamentalement nouveau aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde s'en est rendu compte, c'est que quoi qu'il arrive, tout ce qui a été discuté fera dans ce projet de loi. C'est ça qui est important à comprendre. Et pour moi, ça rend totalement obsolète, en fait, la motion de censure qu'ont déposée les socialistes, parce que Boris Vallaud, il dit, vous refusez d'aller au Parlement. Tout à l'heure, Valérie, parce qu'on va en parler, c'est l'objet d'ailleurs de la chronique de Sophie sur les socialistes. Ok, mais je termine juste. Il dit, vous refusez d'aller au Parlement. Pas du tout, il y va. Il y va dans le cadre du PLFSS. Oui. Donc, c'est à ce moment-là, et il le dit bien, qu'il va agréger le budget et le projet de loi de la sécurité sociale et soumettre au Parlement la totalité du projet. Jean Garrigue, même question. Quel regard vous portez sur ces 4 mois de conclave et sur son issue, ce qui devait être son issue aujourd'hui avec François Bayrou? C'est un regard qui est similaire à ceux, ça ne nous étonnera pas, de mes petits camarades. Évacuons l'idée de gagner du temps avec cette idée de conclave et de ce pacte de non-agression avec les socialistes. Okay. Et là aussi, je suis totalement d'accord. Il me semble aujourd'hui qu'une motion de censure socialiste est totalement obsolète. Mais on y reviendra, on l'a dit tout à l'heure. Ce qui était intéressant, au-delà même du sujet, c'était d'avoir aujourd'hui, sous le 2e quinquennat Macron, une forme de renaissance du dialogue social. Je rappelle que l'un des grands problèmes de ces 2 quinquennats, ça a été l'absence du dialogue social, le rejet de la part d'Emmanuel Macron du rôle des partenaires sociaux. Il y a donc un enjeu, j'allais dire presque symbolique, autour de ce qui se passe aujourd'hui, qui dépasse même la question des retraites. Et le fait qu'il reprenne la main aujourd'hui, alors qu'il avait mal commencé avec le tabou de l'âge. Et on ne lance pas une négociation en mettant un préliminaire de ce type. Ça et l'équilibre financier, c'était aussi l'autre tabou. Eh bien, en reprenant aujourd'hui en positif ce qui a été établi, et en établissant précisément que c'est des résultats de cette négociation paritaire, de cette négociation sociale, peuvent ensuite avoir une issue parlementaire, ce qui est très important, on débloque en quelque sorte symboliquement ce qui est quand même la carence, la lacune majeure de ces 2 quinquennats, c'est-à-dire une impasse parlementaire, ce qui se passe depuis même 2022, et une impasse sociale. Donc si vous voulez, symboliquement, au-delà même des petites avancées de ce... Il y a du fond, c'est ce que vous dites. Il y a quelque chose qui est intéressant. Vous me faites la transition, je vais juste... on va écouter François Bayrou justement sur cette promesse. Quelque chose se passera au Parlement cet automne. Écoutez le Premier ministre. Si les partenaires ne parvenaient pas à se mettre d'accord, le gouvernement prendrait ses responsabilités et proposerait des dispositions de compromis qui seraient introduites dans le texte qui, en tout état de cause, prenant en compte tous ces progrès, sera, comme je m'y étais engagé, soumis au Parlement à l'automne dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y aura donc une démarche législative, une démarche du Parlement
pour répondre à toutes les questions posées. Sophie, c'est ça la vraie avancée, peut-être ? Oui, évidemment, c'est la vraie avancée, c'est-à-dire qu'il coupe de court. Il coupe court, en tout cas, à ceux qui lui reprocheraient ou qui lui auraient reproché de ne pas présenter ce texte au Parlement. Et c'est là, pour reprendre la suite de ce que disaient mes petits camarades aussi, c'est le fait que, il est beaucoup plus habile qu'on ne le pense, évidemment, peut-être pour gagner du temps, mais surtout parce qu'il reprend la main, effectivement. Et il reprend la main en affirmant qu'il va déposer le texte au Parlement. Il bouscule les socialistes qui étaient d'une certaine façon contents de prendre le contre-pied de François Hollande, qui en février avait décidé de voter, de refuser cette censure. Et en fait, il les prend avec une certaine intelligence en citant dans son intervention Jacques Delors ou Michel Rocard, qui n'auraient évidemment pas considéré que c'était un objet de censure de personnalités fortes d'un parti socialiste d'une grande époque qui n'est plus exactement celle d'aujourd'hui, disons, dans une gauche qui ne sait plus très bien où elle est. Ces figures tutélaires appellent à la responsabilité vous voulez tous parler de la gauche. On va parler évidemment de la gauche, mais vraiment, j'aimerais qu'on s'intéresse à ces annonces et cette annonce qui est forte, qu'il faudrait, peut-être pas la seule chose, mais en tout cas une chose importante à retenir, c'est qu'il se passera quelque chose au Parlement cet automne. Les parlementaires auront leur mot à dire. On ne sait pas encore exactement, on ne connaît pas encore les contours de cette discussion parlementaire. Mais une chose est sûre, on ne reviendra pas sur les 64 ans, Valérie. Ça, c'est sûr. Non, mais ce ne sera pas l'objet du débat au Parlement. C'est exactement ce qu'il a déroulé. Il a dit qu'ils se sont mis d'accord sur les 64 ans, ils se sont mis d'accord sur les mères de famille, ils se sont mis sur la pénibilité, sur les 3/4 des sujets de la pénibilité. Et le désaccord qui reste, c'est est-ce qu'on fait de la prévention ou de la réparation. On sait que les syndicats veulent faire de la réparation et que le MEDEF ne veut pas aller plus loin que la prévention. Il y a une histoire de médecins et de visites médicales. Il a dit on a peut-être un compromis intermédiaire qui serait de faire une visite médicale généralisée pour tout le monde à 45 ans pour voir si, au-delà de cet âge, on peut transformer cette pénibilité en carrière normale. Donc, il a énormément avancé. Moi, sincèrement, je veux dire que il leur donne encore, parce qu'il leur donne encore 3-4 jours, mais c'est pas ça qui compte. Entre 10 et 15. Entre 10 et 15 jours, c'était un petit peu flou. Oui, enfin 10 et 15. Enfin bon, ce qui compte, c'est que quoi qu'il arrive, ces 4 mois de négociation, et il a salué à plusieurs reprises le remarquable travail des partenaires sociaux, parce qu'ils ont fait tout le boulot de préparation, ils ont tout décortiqué. Il a même dit, alors le seul point d'interrogation, c'est le financement. Il a dit, on a trouvé le financement sur la plupart des mesures, sur les 2/3 de mesures, et il a cité 500 millions et 500 millions, et il reste encore 500 millions à trouver. Le financement reste encore un petit peu, donc c'est un petit peu flou sur la partie du financement. Mais en gros, en creux, ce qu'il a dit, c'est que le MEDEF le veuille ou non, on ira au même résultat que s'il y avait eu un accord. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'il leur a tordu le bras. Jean Garrigue. Oui, moi je voulais insister à cet égard sur le rôle de la CFDT. Tout à fait. Parce que vous voyez bien que du côté des salariés, là, tout reposait sur les épaules. L'essentiel de la CFDT, qui reste quand même le premier syndicat de France. Et la CFDT avait été écartée du dialogue social, là encore, depuis 2017. On connaissait les relations tendues entre Emmanuel Macron et Laurent Berger. Or, la CFDT, elle avait déjà des projets très, très structurés sur la réforme des retraites, etc. Et elle avait son mot à dire aujourd'hui. Et on voit bien que le fait d'accepter dans cette négociation de ne pas revenir sur les 64 ans, c'est une concession énorme quand même qui est faite par la CFDT. Il faut se souvenir de la crise de la réforme des retraites. Les partenaires sociaux ont fait preuve de responsabilité d'une certaine manière. C'est ce que j'essaie de j'ai l'impression essentiellement de la part de la CFDT. Il m'a semblé que le MEDEF justement était un petit peu plus, timide dans sa volonté de concession. Alors, on est là dans une tradition française. Il n'aime pas ne pas avoir la main. Oui, de partenariat social. Mais en tout cas, si vous voulez, je pense qu'il est quand même très intéressant aussi, on va y revenir pour l'histoire de la gauche, que la CFDT soit revenue au centre du jeu. Vraiment envie de parler de la gauche. On va en parler dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on parle du Parlement, parce que pour faire passer quoi que ce soit au Parlement, il va falloir des élus pour voter un éventuel texte. Alexandre Poussard va nous éclairer. On va faire un point sur les forces en présence et notamment sur ce qu'on appelle le socle commun. Bonjour Alex. Bonsoir Steve. Que reste-t-il du socle commun ? Alors d'abord rappelons ce qu'est le socle commun, c'est-à-dire ces partis qui sont censés faire
bloc autour du gouvernement de François Bayrou, une alliance récente qui est d'abord composée de l'ancienne coalition présidentielle avec Renaissance, Modem, Horizon. Horizon, c'est le parti d'Édouard Philippe, auquel s'ajoute le parti Les Républicains, les centristes de l'UDI et les députés du groupe Lyot, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Mais cette alliance, ce socle commun, il est de plus en plus remis en question ces dernières semaines. Regardez ce qu'en dit Édouard Philippe, je le cite, « Il n'y a pas de socle commun ». Cette coalition n'est même pas capable de s'entendre sur un contrat, elle se délite à chaque vote compliqué. Ce sont les deux extrêmes en réalité qui donnent la tonalité, sous-entendu la France Insoumise et le Rassemblement National. La critique du socle au commun est encore plus virulente du côté des macronistes, du côté de Renaissance. Écoutez le député Pierre-Alexandre Anglade. Le socle commun aujourd'hui, c'est entre le Rassemblement National et les Républicains avec le trait d'union qui s'appelle l'UDR, plutôt qu'avec Ensemble pour la République ou le Modem. C'est ça la réalité aussi de l'Assemblée. On voit bien qu'il y a, au fond, plus de choses qui nous séparent avec les Républicains que plus de choses qui nous rassemblent aujourd'hui. C'est vrai que ces dernières semaines, Alex, les LR votent plus souvent avec le RN qu'avec le Bloc central. Oui, plusieurs exemples. La semaine dernière à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une proposition de loi sur l'énergie, les députés LR ont fait voter avec les voix du Rassemblement national un moratoire suspendant les nouveaux projets d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques. Un moratoire qui a été critiqué par le Bloc central. Autre exemple, le mois dernier, les députés LR et les députés du Rassemblement national ont voté la suppression des ZFE, les zones à faible émission, qui interdisent la circulation des voitures polluantes au cœur des métropoles, une mesure de la loi climat de 2021 qui est défendue par le camp présidentiel. Et puis enfin, il y a des sujets de tension entre les sénateurs, les Républicains qui forment la majorité au Sénat et le gouvernement. Premier sujet de tension, la réforme du scrutin des élections municipales à Paris, Lyon, Marseille. C'est une réforme qui est souhaitée vivement par François Bayrou, mais rejetée par le Sénat. Et puis le Premier ministre souhaite aussi introduire la proportionnelle dans l'élection des députés. Hors de question pour la droite sénatoriale qui reste attachée au scrutin majoritaire. Mais malgré toutes ces divergences de vote, eh bien chez les Républicains, on estime que ce socle commun a toujours une raison d'être. On va écouter Gérard Larcher qui s'exprimait ce matin chez nos confrères de TF1. Nous sommes entrés au gouvernement pour deux choses. Doter le pays d'un budget. Et on va le retrouver cette année. Seconde des choses, nous éviter un gouvernement de gauche, d'ailleurs dominé par l'extrême gauche. Donc nous sommes à l'intérieur, nous n'avons pas un accord de coalition, nous ne l'avons pas formalisé comme tel, mais nous sommes dans le socle commun. Gérard Larcher qui minimise un peu la crise, mais il semble qu'il y a quand même un petit problème au sein du socle commun, Alex. Ah oui, si ce socle commun se fissure, c'est que le Premier ministre ne fait pas ce qu'il faut pour le fédérer, le renforcer et lui donner un cap. On n'a pas de feuille de route, on ne sait pas ce sur quoi on doit travailler. On parlait du budget, c'est l'acte majeur dans un pays, on ne sait pas à quoi il va ressembler, on n'entend parler de rien, on est associé à rien. Donc si vous voulez, c'est vrai que c'est compliqué de se dire on est solidaires les uns des autres, mais pour aller où, pour faire quoi ? Et à cette question, sincèrement, on ne sait pas répondre et personne ne sait répondre. Eh bien si, il y en a un qui sait répondre à cette question, c'est évidemment François Bayrou, le Premier ministre, charge à lui maintenant de remobiliser ses troupes qui sont actuellement désespérées et désunies. Merci beaucoup Alex, merci pour toutes ces précisions. On va parler du socle commun. Est-il toujours un socle? Est-il toujours commun? Mais déjà peut-être Benjamin, on parlait d'un éventuel texte, pas éventuel puisque ce sera le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui reviendra à l'automne au Parlement. Dans l'état actuel des choses, est-ce que ce que va proposer le gouvernement a des chances d'être voté, adopté quand on voit l'état de ce qui n'est plus une majorité présidentielle d'ailleurs? Alors, soyons clairs, il n'y aura pas de majorité sur un PLFSS tout bêtement parce que c'est un budget et que quand on s'amuse à classer les partis entre opposition et majorité, celui qui vote le budget fait partie de la majorité. Croyez-vous vraiment que le RN et le PS vont voter le PLFSS? La réponse, c'est quoi que vous mettiez dedans? Non. C'est une question de positionnement politique. Et donc non. On va avoir quoi? On va avoir un 49 alinéa 3. Passage en force. Bon, on a toujours sur les budgets des 49 alinéa 3 et je rappelle que Michel Barnier est tombé l'année dernière sur son PLFSS. Et c'est là où malgré tout le coup est malin. C'est-à-dire que qu'est-ce que va dire François Bayrou? Est-ce que vraiment vous voulez faire tomber ce gouvernement, vous socialistes notamment, alors qu'il y a des avancées? Alors que malgré tout, même s'il n'y a pas le retour de la retraite à 62 ans, etc., il y a malgré tout des avancées. Et donc là, il y a une prise à témoin des socialistes, enfin de l'opinion vis-à-vis des socialistes, et également, et ça a été évoqué avec beaucoup de socialistes qui, si jamais la CFDT signe, se diront est-ce qu'on peut vraiment aller contre eux là-dessus? Quelque chose qui est demandé par la CFDT, ce qui va faire que pour les socialistes, ça risque d'être très très compliqué
pas de voter le texte, mais de voter la censure. Vous forcez un peu la main, vous voulez donc ça peut permettre de faire passer le texte. Attention, par contre, c'est pas prédictif pour l'autre texte important de l'automne, le budget. Et là, c'est peut-être beaucoup plus accidenté. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas la panacée, il n'y a pas la martingale. Vous avez gagné, nous allons parler des socialistes, Sophie. Les socialistes qui ont donc déposé une motion de censure, l'objectif donc faire tomber le gouvernement, mais à gauche, Sophie, pour pas changer, rien n'est vraiment très simple. Oui, c'est même très compliqué et encore plus compliqué depuis l'intervention de François Bayrou qui va un peu bousculer les esprits et bousculer les positions. En tout cas, au moment où il s'était agi de décider de voter la censure aujourd'hui, de prendre la décision de voter la censure, il y a eu chez les socialistes quelques amusements. Il a avalé son chapeau, selon les confrères qui suivent l'actualité parlementaire au quotidien, voire heure par heure. Les socialistes proches d'Olivier Faure, le secrétaire national donc tout juste réélu, se sont réjouis jeudi de voir François Hollande signer le projet de motion de censure contre François Bayrou, comme l'ensemble des 66 députés de son groupe. C'est une revanche puisqu'en février dernier, donc, lorsque les socialistes, sous l'influence de l'ancien chef de l'État, avaient décidé de privilégier plutôt la non-censure. En revanche, c'est une revanche pour Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas manqué de tirer la couverture à lui sur les réseaux sociaux. Alors je le cite. Les socialistes vont devoir balayer eux-mêmes, alors j'ai du mal à imiter l'accent de Jean-Luc Mélenchon, la voix de Jean-Luc Mélenchon, les débris des illusions qu'ils ont semés avec les 6 refus de censurer Bayrou, 6 mois de PE, 6 mois de perdu au boulot, censurés, censurons. Voilà, ça c'est du Jean-Luc Mélenchon. Vous le faites très bien. De quoi lui donner, merci, un avantage à gauche, alors que toutes les formations ont débuté des tractations, et parfois très compliquées, et surtout très locales en vue des municipales. Alors que des débats internes ont déjà commencé pour la présidentielle de 2027. Eh bien oui, parce que les municipales, c'est un peu comme une primaire chez eux, comme d'ailleurs partout en France. Pour le moins, l'affaire est tendue. Il faut savoir que Marine Tondelier, donc, qui est à la tête des écologistes, a été interrogée hier, mercredi, sur l'échéance élyséenne sur Sud Radio. Et que n'a-t-elle pas dit ? Je la cite, Jean-Luc Mélenchon serait la pire candidature possible de la gauche au 2e tour. Alors évidemment, de quoi faire hurler les insoumis, et même si elle est convaincue que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas gagner dans un 2e tour face au RN. Et c'est surtout une façon pour les insoumis aujourd'hui, puisqu'ils ont un peu l'avantage, de faire pression contre la primaire, qui est la solution prônée par Lucie Castet, vous vous en souvenez, qui était la candidate du NFP, le Nouveau Front Populaire, pour Matignon, une solution, la primaire, que plaident François Ruffin ou Clémentine Autain. Il y a une réunion de préparation de cette primaire qui doit se tenir le 2 juillet, mais alors évidemment, on imagine que les tensions sont extrêmement fortes, et en début de semaine, Mathilde Panot, qui est donc une figure des Insoumis au Parlement, elle a fermé la porte à toute participation de Jean-Luc Mélenchon à cette primaire. Avec ces mots, nous parlerions entre nous alors qu'il faut parler à l'ensemble du pays. Résultat, c'est la guerre entre Marine Tondelier et les Insoumis. Lucie Castel n'apparaît plus comme une candidate possible en cas de dissolution sur un budget éventuellement. Et avec Raphaël Glucksmann, qui est quasi-candidat lui aussi, qui est plutôt à la droite de cette gauche, eh bien, on est très loin de voir cette gauche justement se rassembler sur ses intérêts. Merci Sophie pour vos talents d'analyse et vos talents d'imitation. Valérie, parlons des socialistes, puisqu'on devait parler des socialistes, vous vouliez parler des socialistes. Ils déposent cette motion de censure avant même d'entendre, d'écouter François Bayrou et les résultats de ce conclave, de négociation. Ça vous paraît normal ? Non, je suis d'accord avec vous, ça n'a absolument aucun sens. Mais comme l'a très bien dit le Premier ministre tout à l'heure, c'est que pour des raisons internes. Ils ne prennent pas de risque que le gouvernement tombe, puisque le Rassemblement national a dit à plusieurs reprises qu'il ne censurerait pas. Donc les socialistes tout seuls ne peuvent pas censurer. Et en revanche, ce qu'ils veulent faire, il ne vous a pas échappé que c'est une motion de censure socialiste. C'est pas une motion de censure à laquelle ils se sont associés à la France insoumise. C'est juste les socialistes qui déposent la motion de censure tout seuls. Donc qu'est-ce que ça veut dire, cette motion de censure ? Ça veut dire, voilà, notre congrès est terminé. On a réélu Olivier Faure. On va partir au municipal, vous avez très bien dit, ce sont des primaires pour nous. Et on veut se resituer à gauche. C'est-à-dire que on nous reproche encore tous les jours d'avoir refusé de censurer le budget la dernière fois. Nous ne sommes pas les supplétifs du macronisme. Nous ne sommes pas là pour être l'assurance-vie d'Emmanuel
Macron et nous redonnons notre identité de gauche. Ce n'est qu'une motion de censure. Vous pensez que Jérôme Gage, il est content de déposer une motion de censure? Bien sûr que non. Et François Hollande, c'est amusant de le souligner, effectivement, parce que c'est absolument pas... Il s'entend très bien avec François Bayrou. Je suis sûr qu'il a absolument aucune envie de le renverser. Mais simplement, ils ont montré qu'il y avait 66 socialistes au Parlement, qu'ils avaient une voix, qu'ils pouvaient faire un geste symbolique, pour moi, qui peut être peut-être mal compris, voilà. Et ils n'ont même pas attendu, effectivement, parce que s'ils avaient attendu, ils prenaient le risque de ne pas pouvoir la déposer, parce que maintenant, elle n'a plus aucun sens. Donc, elle n'a pas de sens parce que, effectivement, le RN a dit on ne votera pas cette motion de censure. Vous comprenez la manipulation en cours, enfin pas la manipulation, disons la manœuvre en cours, la stratégie politique en cours au Parti socialiste? Elle est très simple. Hein. Il s'agit effectivement de montrer qu'on reste quand même dans la perspective des élections municipales. À gauche. Il y aura peut-être des alliances possibles avec la France Insoumise, ou en tout cas les électeurs de la France Insoumise à séduire. On leur montre que, vous voyez, on est quand même dans l'opposition. On n'est pas tout à fait vendu à Bayrou comme Jean-Luc Mélenchon les en accuse. Mais quand ces mesures vont passer au Parlement au moment du budget de la sécurité sociale, est-ce qu'ils vont les voter, ces mesures, ou est-ce que, comme le disait Benjamin, de toute façon, il n'y a pas de chance que ils ont une possibilité, que ça passe? Ils ont une possibilité déjà de s'abstenir, peut-être de ne pas les voter, mais c'est vrai que, à mon sens, ce qui va se jouer maintenant, étant donné ce qui est en train de se passer sur le budget de la sécurité sociale, c'est plutôt sur le budget qu'il va y avoir que les problèmes vont se créer, et que là, de toute manière, effectivement, le plan de réduction de 4 milliards, etc., des 40 milliards, pardon, est quelque chose qui ne sera pas accepté par les socialistes. Et de manière logique, ils seront aptes à voter justement une motion de censure avec le RN et les autres. C'est là que ça va se situer. Là, pour l'instant, ils sont un peu bloqués. Mais au-delà de ça, surtout, ce qui se passe, c'est que les grandes manœuvres ont commencé pour 2027. Vous parliez tout à l'heure du socle commun, parce qu'on peut en parler aussi. On voit bien à quel point aujourd'hui, ça y est, ça n'existe plus. On est déjà, tout le monde est lancé vers l'horizon 2027. Édouard Philippe prend de plus en plus de distance et de critique vis-à-vis du socle commun, notamment vis-à-vis des macronistes. Et il perd des points. Et il perd des points. Macronistes qui eux-mêmes critiquent de plus en plus les républicains. Donc on voit très bien, le jeu est en train d'éclater, et les socialistes là-dedans, à mon sens, sont, comment dire, un peu en dessous véritablement de ce qu'il faudrait mettre en place, parce que avec ces petits jeux là qui ne servent à rien, pendant ce temps on ne décide pas, on ne lance pas une véritable candidature social-démocrate. Benjamin, est-ce que François Bayrou n'a pas finalement piégé aujourd'hui les socialistes d'une certaine manière? Si, il les a piégés, et ça lui a peut-être fait gagner 2 semaines, 3 semaines, pas là, hein. Il ne va pas tomber, a priori, sauf surprise en effet gigantesque, avant la fin de la session extraordinaire le 11 juillet, mais à l'automne. C'est-à-dire qu'en effet, je rejoins ce qui a été dit, il ne tombera pas sur le PLFSS, ou en tout cas, il sera difficile de le faire tomber sur le PLFSS. Derrière, il y a le PLF, et là, il faut être très pragmatique. Projet de loi de finances, donc le budget de l'État. Qui aura intérêt à ne pas faire tomber François Bayrou? Marine Le Pen a intérêt aujourd'hui à chauffer à blanc son électorat parce que le parti est en difficulté avec les successions, etc. Quant aux socialistes, vous ne faites pas un cadeau à un gouvernement dont vous prétendez les opposants à quelques mois des municipales, sachant que s'ils perdent Paris, Lille et quelques autres grandes villes, expliquer que demain la candidature crédible à gauche serait celle du PS et pas celle des Insoumis ou des Verts, sera un logiciel qui sera un logiciel complètement inassumable. Le PS ne peut pas se permettre de manquer la marge des municipales. Pour ça, il faut à la fois trouver des alliés à gauche et donc ne pas laisser les Verts faire alliance avec les Insoumis. Et ensuite, il faut donner des gages d'identité politique à la gauche en votant la censure. Donc là, François Bayrou sait qu'il a un compteur et que ce compteur, il peut reculer quelque peu le temps, mais que derrière, il va être très compliqué quand même de passer le mois de décembre. Alors on parle beaucoup de politique politicienne, mais ce qu'attendent les Français, c'est aussi de savoir ce qui va se passer en termes de retraite, et surtout, est-ce que François Bayrou et le gouvernement Bayrou va pouvoir tenir comme ça jusqu'en 2027, parce que vous l'avez très bien dit, il ne se passera peut-être pas grand-chose d'ici là. Il y a beaucoup de manœuvres politiques. Je vais vous montrer ce sondage concernant François Bayrou. François Bayrou qui est le Premier ministre le plus impopulaire de la 5e République. Baromètre Odoxa pour Public Sénat publié cette semaine. Quand on demande aux Français si François Bayrou est un bon Premier ministre, la réponse est non à 77%. Aucun autre responsable à son poste n'a obtenu une cote aussi faible sur les 10 dernières années. Vous êtes historien.
Faites-nous une petite analyse de ce qui est en train de se passer. Est-ce que cette cote de popularité très faible est due à François Bayrou, à son style, ou plutôt à la configuration politique actuelle, vous les deux? Voilà, vous faites une excellente réponse dans la question. Je pense qu'on ne peut pas mettre de côté cette impasse institutionnelle dans laquelle nous nous situons. On est dans une configuration qui ne correspond pas à l'état d'esprit, à la logique de la Ve République, qui est la logique de la majorité absolue. Donc François Bayrou se retrouve confronté à une assemblée divisée en 3 blocs et même fragmentée en 11 groupes dont on voit bien que très souvent, ils ne s'entendent pas les uns avec les autres. Donc ça n'est pas totalement étonnant qu'il soit, je veux dire, le bouc émissaire de cette paralysie institutionnelle qui pourrait se résoudre, mais il faudrait beaucoup de temps et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, en même temps, comme dirait l'autre, il y a la personnalité de François Bayrou, sa façon de gérer les choses, son attention et sa cohérence par rapport au dialogue social, c'est quelque chose de toujours... Et que moi, je ne lui reprocherais pas d'avoir tenté ce conclave, même s'il y avait des arrière-pensées, évidemment, politiciennes derrière. Mais effectivement, à travers un certain nombre d'atermoiements, l'affaire Betaram, etc., il y a quand même des critiques qui se sont légitimement formulées. Au sein même du socle commun. Au sein même du socle commun, une impression d'immobilisme, c'est-à-dire d'une manière de faire de la politique qui ne correspond plus du tout à l'esprit du temps. Mais est-ce qu'il pouvait faire autrement vu l'équilibre du Parlement? Alors, Valérie. Dans sa personnalité, il y a quelque chose d'extrêmement particulier, c'est qu'il a les défauts de ses qualités. Sa qualité, c'est l'écoute, c'est le dialogue, c'est de discuter avec les uns et les autres, de reprendre la main quand il faut, de convoquer tout le monde et de passer sa journée à écouter et de dire « regardez, vous êtes d'accord sur tout ça ». Mais son défaut, c'est la lenteur, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Aujourd'hui, avec le temps, il y a 4 chaînes d'information en France qui, toute la journée, sont en train de raconter toute l'histoire de la politique, etc. Et François Bayrou n'apparaît pas comme quelqu'un qui est dans l'action. Il apparaît comme quelqu'un qui fait de la politique à l'ancienne. Je ne sais pas dans quelle république précédente, la 3e ou la 4e. La 3e et la 4e. Il est dans un temps long. Il veut changer structurellement les choses. Et je pense qu'on n'a rien vu encore. Je pense que sur le budget, on va être extrêmement surpris parce que de ce qu'on comprend, ça fait des semaines qu'il travaille dans son coin, dans le secret de son bureau, de ses experts, de ses machins, etc., en disant il va falloir enlever tout ce qui ne fonctionne pas. Et il y a une deadline, une date limite, c'est 14 juillet, avant le 14 juillet. C'est le 15 juillet. Et accélérer tout ce qui fonctionne. Mais vous vous rendez compte, j'ai l'impression qu'ils ont fait un espèce d'audit de toutes les politiques publiques en France, en fait, et qu'il va expliquer, ça marche, ça marche pas, ça marche. Donc, il n'a pas de punchline, à part l'Himalaya. On ne retient pas forcément, tout le monde ne comprend pas le détail de ce qu'il raconte. Donc, il n'est pas moderne, en fait. C'est ça son Mais c'est forcément un défaut de ne pas être médiatiquement moderne. Benjamin. Oui, c'est pas qu'un problème de modernité, c'est quand même des erreurs de com gigantesques. Oui, c'est ça, médiatiquement moderne. Je ne rappellerai pas quand même le conseil municipal de Pau en pleine crise à Mayotte. Mais donc, ça, c'est pas moderne. Ça commence de manière structurellement très très mal. Et ensuite, la première image que vous laissez, si elle est mauvaise, elle perdure. Par ailleurs, vous avez là-dessus une errance en termes de communication. Enfin, combien de temps a-t-il fallu pour avoir ne serait-ce qu'un chef de com à Matignon? Et donc là, on a un vrai problème structurel, structurant. Ensuite, il y a en effet l'engoncement qu'on a pu évoquer. C'est-à-dire qu'en effet, il ne fait rien d'ambitieux, il ne peut rien faire d'ambitieux. C'est-à-dire que vous mettez, on parlait tout à l'heure éventuellement du mode de scrutin, vous mettez une question de mode de scrutin, ce qui lui tient à cœur depuis longtemps, vous avez la moitié de votre socle commun contre vous. Donc forcément, vous n'êtes pas ambitieux, forcément, vous êtes sur des sujets picrocolins. Et ensuite, il part avec une grande difficulté dès le départ, c'est que lors des dernières législatives, la France a été coupée en 3. Le RN est persuadé d'avoir gagné, la gauche est persuadée d'avoir gagné, et le centre qui a perdu est au pouvoir, avec, qui plus est, le sentiment d'avoir quand même été un peu floué par la dissolution. Cette dissolution n'a fait que des mécontents. Et donc il est à la tête d'un pays de gens qui sont mécontents et qui considèrent que, il n'est pas légitime pour beaucoup à être là où il est, parce que chacun est persuadé que ça devrait être Lucie Castet ou Jordan Bardella. Dans ce cadre-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En fait, vous pouvez tenir, vous pouvez tenter de tenir, vous pouvez tenter de faire passer quelques réformes, mais vous pouvez très difficilement gouverner. Un parti est relativement discret ces derniers jours, ces dernières heures. C'est le Rassemblement national. Le Rassemblement national qui le dit clairement, il ne votera pas la motion de censure déposée par les socialistes. Écoutez.
Jusqu'à présent, non. Évidemment, la décision sera prise par Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais on en a déjà longuement discuté. Vous savez qu'on ne censure pas sur rien. Or là, c'est ce que nous propose de faire la gauche. En réalité, il n'y a pas de texte mis à l'ordre du jour, il n'y a pas d'aggravation de la situation sociale. Vous savez, on ne va pas mentir aux Français. La seule véritable réforme des retraites qui permettrait de garantir une retraite digne, une retraite juste à tous, et en même temps de prendre en compte la situation financière de notre pays, c'est la réforme des retraites de Marine Le Pen. Pour pouvoir la mettre en œuvre, il faut des élections, il faut qu'on ait une majorité pour qu'on puisse avoir notre réforme à nous. Je ne comprends pas, Jean Garry. Qu'est-ce que le Rassemblement national veut vraiment aujourd'hui? Des élections, une dissolution, la retraite à 62 ans? C'est difficile de lire le jeu du RN. Conjoncturellement, là, je pense qu'ils veulent revenir à leur stratégie de dédiabolisation, celle qui les avait nourris et qui leur a permis quand même d'arriver largement en tête aux élections européennes et puis aux élections législatives qui ont suivi au premier tour. Pourquoi? Parce que le procès de Marine Le Pen et les événements qui l'ont suivi ont été une forme de radicalisation, de retour à la stratégie de la forteresse assiégée, du durcissement. Il y a eu ensuite la réunion des patriotes européens où Marine Le Pen et Jordan Bardella se sont exhibés avec Viktor Orban et un certain nombre de figures assez, on va dire, voilà, un peu sulfureuses de l'extrême droite européenne. Et là, je pense qu'à la faveur de ce qui est en train de se passer, de cette motion de censure, on sait très bien qu'elle est absurde, eh bien, c'est une occasion pour eux de revenir à cette stratégie. Nous, on ne réagira que sur les choses importantes, que sur ce qui concerne véritablement l'empêchement des réformes sociales en faveur des Français, la protection sociale des Français. Et donc, on revient à une forme de normalisation. On a entendu le discours là, du porte-parole. Il y a quelque chose, on le voit bien, on revient à quelque chose. Alors, d'autant plus que la situation est critique au sein même du Rassemblement national parce que on est en train d'acter de fait la candidature possible de Jordan Bardella, ce qui n'était pas évident, ce qui n'avait jamais été évident jusqu'à il y a quelques jours. Donc c'est quand même une situation de fragilité. Dans cette situation de fragilité, on n'a pas intérêt à aller dans le conflit. Question volontairement naïve, Benjamin. Je crois que le RN est dans l'opposition. Pourquoi il ne vote pas la censure du gouvernement Bayrou? Parce qu'il a beau être dans l'opposition, là, il est dans une position qui est une position très très confortable. Il redevient le faiseur de roi. Le seul opposant qui peut faire tomber le gouvernement là, c'est le Rassemblement national. Et ça, c'est la meilleure position des opposants parce que ça vous permet de dealer ce que vous voulez. Et l'avant-veille d'un budget, avec des socialistes qui se radicalisent dans une opposition franche, eh bien, ça permet de jouer comme sous Michel Barnier, celui qui va faire monter les enchères et potentiellement soit pouvoir dire « Regardez, si on a un gouvernement et un budget, c'est grâce à nous parce que nous sommes très responsables », soit « Vous avez été contre nos électeurs ». Vous vouliez tuer leur pouvoir d'achat, et à ce moment-là, on vous a fait tomber. Pour le RN, il n'y a aucun intérêt à censurer maintenant. L'idée, c'est de dire, je suis le premier opposant aujourd'hui, mais sans censurer le gouvernement. Et il n'y a aucun intérêt, c'est-à-dire, il n'y a pas d'intérêt parce que vous ne censurez pas un gouvernement en pleine crise internationale quand vous voulez vous respectabiliser. Il n'y a aucun intérêt parce que ce sujet-là, il est porté et monté en épingle par la gauche. Si ça devait passer, ça serait une victoire de la gauche, pas du RN, alors que la dernière censure, c'était une victoire symbolique du RN, parce que c'est eux qui avaient fait monter la pression. Donc là, aucun intérêt à la censure sur cette réforme. Et l'autre raison aussi, comme ça a été très bien dit dans votre sujet tout à l'heure, c'est que sur tous les projets de loi votés dernièrement, les autres, le LR s'est associé à eux, etc. Et ça passe. Ils ont fait sauter les ZFE. Enfin, je veux dire, ils sont dans une situation où ils ont une influence en ce moment sur le Parlement, puisqu'ils ne sont plus l'épouvantail et que LR ne vote pas avec le socle commun et vote plutôt avec le Rassemblement national. Donc pourquoi se priverait-il de cette fenêtre? L'autre sujet, je pense aussi, c'est que Marine Le Pen a l'air d'être en train petit à petit de faire le deuil de sa prochaine possibilité. C'est si clair que ça? Oui. Pardon? C'est si clair que ça, ce deuil pas si clair que ça, mais je pense qu'elle a eu, comme ça a été très bien dit par Jean, elle a eu un moment de rage contre la justice où elle était vraiment exaspérée et qui a radicalisé son discours et qui a enlevé cette normalisation. Elle est en train de se rendre compte que c'est pas si simple, que l'appel va pas être si simple que ça. Et peut-être elle est dans une période un peu moins en colère et un peu plus sur comment on fait pour préparer
la suite et cette éventualité si elle devait advenir. Pendant ce temps-là, il y en a un autre qui reste un petit peu en retrait, ou en tout cas qui se fait discret sur les affaires nationales, c'est Emmanuel Macron. On lui a demandé mardi ce qu'il pensait d'une censure, d'une éventuelle censure du gouvernement Bayrou. Écoutez le chef de l'État. Oui, mais il faut le faire de manière la plus cohérente qui soit. Donc oui, c'est un appel à chacun à regarder l'état du monde et à rester stable, à avancer ensemble et à trouver des bonnes solutions pour le pays. Il nous faut de la stabilité ambitieuse. C'était un oui à une autre question. Emmanuel Macron. Souhaite la stabilité de ce gouvernement qui appelle à la responsabilité, effectivement, de tous les partis d'opposition. Évidemment, il ne souhaite pas que le gouvernement Bayrou tombe, quoique je ne sais pas si les relations entre François Bayrou et Emmanuel Macron sont au beau fixe. Il se cache un petit peu en ce moment, Emmanuel Macron, des affaires nationales, parce qu'évidemment, il y a eu pas mal de crises au niveau international. Ça paraît évident. Ce serait, a priori, c'est d'ailleurs son intérêt. Je veux dire, de laisser le bouc émissaire rêver, puisque des taux de popularité très faibles, de laisser François Bayrou encaisser, je veux dire, le choc de l'impuissance publique. Et le rôle aujourd'hui d'Emmanuel Macron, évidemment, c'est de se positionner là où d'ailleurs il a été souvent le meilleur, pas toujours, mais souvent, qui est l'international, la défense, et d'autant plus que l'actualité lui donne quand même des occasions de prouver ses capacités. D'ailleurs, je considère, je ne suis pas le seul d'ailleurs, mais je considère que dans la conjoncture actuelle, dans la configuration actuelle de la vie publique, revenir à ce rôle, à cette restriction du périmètre du président de la République, un peu à la manière du général de Gaulle, qui était essentiellement focalisé sur ce qu'on appelle le domaine réservé, serait quand même de bonne aloi par rapport aux enjeux qui nous attendent et par rapport à l'impossibilité aujourd'hui pour un président de la République d'apparaître véritablement comme le président de tous les Français. Les présidents de la République, depuis une trentaine d'années, sont des chefs de majorité. Depuis la révision de 2000, et pas seulement pour des tas de raisons qui seraient trop longues à expliquer, revenir à cette fonction, à reprendre un tout petit peu de distance par rapport au marécage des questions intérieures, c'est pour Emmanuel Macron au moins une façon de se préserver un tout petit peu jusqu'en 2020. Et c'est aussi une petite victoire. Si effectivement il n'y a pas de retour sur les 64 ans, la réforme Borne sera maintenue, enfin la philosophie de la réforme Borne sera maintenue, donc pour l'instant, il n'y a que des points à prendre et se mettre en avant, ce serait plutôt prendre des coups, Valérie. Mais c'est vrai que c'était une injonction d'Emmanuel Macron de ne pas revenir sur ses 64 ans, donc François Bayrou l'a tenu. Mais pour aller dans le sens de ce que vient de dire Jean, Emmanuel Macron, vous vous rendez compte, la France est dans un mauvais état. Il a fait une émission politique à la télévision où sur la partie française, ça a été mal compris des Français. Il a pris une espèce de sanction derrière dans les sondages parce que ça n'a pas marché. Et là, il est juste en face de l'Iran, Israël, l'Ukraine et toute cette Europe à construire face à ça. Il vaut mieux qu'il apparaisse comme l'un qui va sauver le monde que comme celui qui est empêtré dans les difficultés quotidiennes, s'il peut le comprendre. Et c'était amusant qu'on voit Sébastien Lecornu, qui est son chouchou, à côté de lui, parce que ça serait lui le successeur de François Bayrou si jamais il devait être remplacé. Il devait déjà être nommé à la place de François Bayrou. C'est le successeur désigné. Certains disent que... Enfin bon, peu importe, que le patronat a été tenu par... Enfin bon, il y a eu plein d'enjeux qui se sont passés derrière ce conclave. Et du coup, ils font un duo qui fonctionne pas mal à l'international aussi. Les enjeux de défense en ce moment sont absolument considérables. Pourquoi se séparer de lui tout de suite? De toute façon, c'est pas encore séparé. Non, c'est pas lui qui peut s'en séparer. C'est-à-dire que c'est pas lui qui peut s'en séparer, étant donné que si jamais il y a une motion de censure qui le fait tomber. Et donc à partir de là, il n'a pas le contrôle de remplacer François Bayrou. Non, on peut pas. Voilà, on peut pas le faire. Et donc à partir de là, il faudrait une motion de censure, ce qui en effet ouvrirait la voie peut-être à Sébastien Lecornu. La voie de la sagesse. Merci Benjamin, merci Valérie, merci Jean. Sophie, vous restez avec moi pour le second débat.